Merci Philippe. Merci à toi. Je me pose une première question, c'est comment est-ce qu'on passe de l'ingénierie au monde des huiles, concrètement? Comment est-ce qu'on fait ce saut-là? Alors déjà, ce saut, il se fait pas en 5 minutes, ça c'est sûr. C'est pas un clac et puis ça change. Et surtout, pour moi, c'est tout un système de cohérence en fait. C'est-à-dire que dans l'ingénierie, on parle effectivement de technologie, on parle de technique, on parle de matière, on parle de matériaux, on parle de microstructures aussi. Et puis, à un moment, quand on commence à observer plus que juste la technique, où on est des fois enfermé dans des pratiques, comment dire, oui, dans des pratiques de conception ou des choses comme ça, en fait, on s'aperçoit à un moment que ces pratiques de conception, elles nous freinent dans l'évolution. Donc, donc quand j'étais dans l'aéronautique, il y a eu plusieurs fois où j'entendais les gens dire ouais on fait comme ça, c'est comme ça qu'on fait, etc. Et à chaque fois je disais pourquoi on ferait pas comme ça? Qu'est-ce qui nous empêche de faire comme ça? Et puis des fois c'était ouais mais on a toujours fait comme ça. Et puis d'autres fois c'était ah bah ouais. Et puis en fait on gagne du temps, on gagne de l'efficacité, on fait évoluer les techniques, on augmente les efficacités de différents processus. Et puis il y avait un autre processus qui était très clair en fait dans cette industrie, c'est le processus humain où, je vais dire, assez crûment, en fait, on parlait de ressources humaines, mais en fait, c'était surtout des ressources, mais pas de l'humain. Et quand on voit, moi, je suis passé par plusieurs postes, en fait, quand j'étais dans l'entreprise, dans l'aéronautique, dont un de mes postes avait été de diriger un service de conception. Donc, il y avait entre 30 et 40 personnes en fonction des périodes. Et ces 30-40 personnes, il y avait ce qu'on appelle un projeteur, c'est-à-dire celui qui fait les dessins, qui, on va dire, prend en compte toutes les contraintes de chaque métier, qui a été l'aérodynamique, la mécanique, la thermique, l'acoustique aussi, et puis les méthodes numériques pour faire des bons calculs, on va dire, des calculs de plus en plus fins. Mais en fait, tout ça, juste pour dire qu'il y avait du technicien, on va dire, du projeteur, donc du dessinateur, au docteur en aérodynamique, donc des gens de différents horizons, avec des langages différents. Et à chaque fois, ce que je voyais, c'est que si je les réunissais pas, et que je faisais le médiateur d'une certaine façon, en fait, ils pouvaient pas se comprendre. Et du coup, ça faisait toujours des petites guéguerres, des petits problèmes d'influence. Et un qui était plus fort parce qu'il avait plus d'expérience donc dans son domaine, donc il disait que ouais, moi ça fait 20 ans, 30 ans que je fais ça, donc c'est comme ça qu'on fait, etc. Et puis en fait, non, parce que ça fait 30 ans qu'on fait ça, mais du coup là on peut plus évoluer. Donc si on veut évoluer, il faut qu'on change les pratiques. Et donc voilà, c'était beaucoup ce travail de médiation où du coup chaque semaine dans chaque projet on réunissait les métiers avec le chef de service en gros et puis on faisait en sorte que ça avance. Et donc dans ces réunions-là, on voyait que le problème humain, le problème émotionnel, le problème de comportement, il était très fort. Et dans beaucoup de réunions en général, on voyait que c'était un peu comme dans un groupe d'animaux, c'est celui qui a la plus grande gueule, on va dire, ou la plus grande, une meute de loups, on va dire, la plus grande gueule, qui va dominer et qui va faire prendre une décision, qui va dominer le débat, qui va faire prendre une décision, qui n'est pas forcément la meilleure décision pour tous. Et ça, je le voyais surtout dans la technique, on arrivait toujours parce qu'il y a du pragmatisme et puis à un moment, quand c'est clair, quoi. Il n'y a pas le choix, c'est la meilleure solution. Quoique pas toujours, mais souvent. Et puis dans une autre partie, il y avait les réunions de planification des projets. Où là, en fait, il n'y avait plus de pragmatisme tellement, où c'était difficile, où c'était celui qui avait le plus de pouvoir, le projet qui avait la priorité, mais qui, si on décalait ce projet qui avait la priorité, de quelques jours, en fait, on évitait de décaler d'autres projets de plusieurs mois. Donc, si on regardait la globalité, c'est-à-dire le bien de l'entreprise, et pas que le bien de c'est mon projet, et puis moi je suis comme une entreprise dans l'entreprise, et c'est mes objectifs qui comptent en premier, en fait, je bousille tout le reste. Voilà. Donc, il y avait un problème de globalité, et puis d'esprit d'entreprise, d'une certaine manière, qui était assez conséquent. Du coup, tous ces problèmes de comportement humain, qui étaient très névrotiques globalement, en fait, ça m'a aussi fait me poser beaucoup de questions sur
en fait, l'entreprise roule non pas parce qu'on a des super techniciens, même si ça contribue fortement, ça fait partie, j'allais dire, il y a un tiers de techniciens, il y a un tiers d'humanité et il y a un tiers de gestion globale, on va dire, des projets, de vision en fait du futur. Et en fait, ce tiers d'humanité, il était vraiment beaucoup plus important que ce que les gens croient. C'est-à-dire que eux, ils pensaient que c'était l'humain, c'est quelques pourcents, on va dire, de l'organisation. Ce qui est important, c'est de maîtriser, de gérer bien, et puis d'avoir une maîtrise technique. Mais en fait, cette gestion humaine était vraiment déplorable. Il y a toute une période où il y a eu des burn-out en pagaille, et c'est pas acceptable de toute façon, quoi. Donc psychosocialement, c'était pas du tout correct, quoi. Donc il y a tout cet aspect-là. En parallèle de ça, moi j'ai toujours été intéressé par comprendre les choses. Donc je suis un scientifique, je reste scientifique, je suis un chercheur, donc je cherche, et puis j'essaie de trouver quand même, parce que des chercheurs comme c'était Coluche qui disait ça, des chercheurs qui cherchent on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent on en cherche, voilà. Donc j'ai trouvé ça, j'adore cette phrase, parce qu'elle est très réaliste aujourd'hui dans le monde de la science, il y a beaucoup de chercheurs, mais il n'y a pas grand chose de nouveau. Et en fait, il n'y a rien qui change. Et dans cette industrie de l'aéronautique, à un moment, moi j'ai suivi beaucoup de postes, donc beaucoup dans la recherche et le développement, puis à un moment, je suis allé voir le directeur technique et puis je lui ai dit mais aujourd'hui on est en train d'aller au sommet de la pyramide de la technologie qu'on exploite, et ce sommet de la pyramide maintenant vous pouvez vous croire qu'avec les modèles on va réussir à faire une petite performance en plus de 0,3% de mieux en tirant tout par les cheveux, et puis en fait comme on est au sommet de la pyramide on peut plus monter, donc si on pense faire un saut on redescend. Et c'est ce qui se passait. Moi, j'ai fait beaucoup d'essais justement de parties de moteur, et on voyait qu'on espérait gagner 0,1, 0,2, 0,3%, puis en fait, on en perdait. Donc, c'est toujours le problème de la mesure. Non, c'est la mesure qui marche pas, etc. Mais non, c'est le problème que quand on est au sommet de la pyramide, on peut plus rien faire. Donc, il faut une rupture technologique. Donc, à un moment, j'ai proposé justement à ce directeur de lui dire, écoute, est-ce qu'on peut pas faire un service rupture, en fait, finalement, innovation profonde. Et puis, la réponse que j'ai eue à ce moment-là, c'était, écoute, tu sais, une grosse entreprise, c'est comme un paquebot, avant que ça tourne, il faut des années, donc, écoute, là, c'est pas le moment, puis écoute, dans 10 ans, on le fera, si tu veux, ouais, non, dans 10 ans, moi, c'est pas possible, quoi, je suis déjà parti, quoi, c'était pas envisageable comme ça, quoi. Et, en parallèle de ça, moi j'ai eu beaucoup de questionnements, des soucis, je vais dire, de santé. J'ai fait quelques burn-out en fait, à force de donner à ces entreprises, et puis en fait à voir que derrière, déjà ils voyaient pas que je donnais, donc il y a toujours une petite recherche de reconnaissance, mais en fait quand on voit que si on ne se montre pas et qu'on dit pas j'ai fait ça, en fait les personnes ne le voient même pas, alors qu'en fait c'est ce qui permet de faire de la fluidité. En fait, ça marche pas. Voilà. Donc moi, c'était vraiment quelque chose qui me torturait presque, de voir que si je bosse bien, que je fais du travail efficace, en fait, si je fais pas le kéké qui montre comme certains le faisaient, en fait, ça marche pas. Donc là encore, un problème de comportement, de mon comportement moi-même, et puis du comportement des autres. Et donc à côté de ça, j'ai regardé pour la santé, parce que là je passe du coq à l'âne un petit peu, mais en gros, ma santé était pas stable. Du coup, psychologiquement, c'était très difficile, physiquement, c'était très difficile, du coup, à certains moments, et donc, très tôt en fait dans ma jeunesse, parce que j'ai pas attendu ça pour commencer à m'intéresser à la santé, très tôt dans ma jeunesse, dans les 20, j'ai commencé dans les 20 ans à peu près, je me suis intéressé à d'autres médecines en fait, parce que la médecine telle qu'elle était aujourd'hui m'apportait du soulagement, c'est vrai, il y a pas de problème, il y a plein de méthodes efficaces pour ça, mais m'apportait pas de changement d'une certaine façon. Donc je répétais des cycles de souffrance physique et de souffrance psychologique aussi, et c'était toujours les mêmes symptômes d'une certaine manière. Donc ok, il y a un symptôme, je vais prendre un médicament, puis je vais guérir de ce symptôme, ou pas, puisque en fait je ne guéris pas, mais je me soulage de ce symptôme pendant un certain temps. Donc ça m'a beaucoup questionné, du coup, j'ai beaucoup exploré les autres médecines, donc les médecines ayurvédiques, médecine chinoise, médecine amérindienne aussi, et puis d'autres techniques, on va dire.
Et puis, ben, je me suis vite aperçu que si on met pas aussi la compréhension de ce que l'on est dans notre être, en fait, je ne peux pas avancer non plus. Donc, j'ai exploré aussi certaines philosophies, certaines religions aussi, pour comprendre un petit peu ben, c'est quoi la spiritualité, c'est quoi la différence entre l'esprit et puis le corps, c'est quoi l'âme, c'est quoi tout ça. Où j'ai senti que c'était essentiel de comprendre vraiment le plus largement possible ce que je suis. Et non pas comme la science aujourd'hui, occidentale en tout cas, je trouve qu'elle est trop cloisonnante. C'est-à-dire que je vais devenir, je vais être provocateur exprès, mais je vais aller voir, parce que j'ai un bouton sur le coude, le spécialiste du bouton sur le coude, quoi. Voilà. Mais du coup, il regarde pas ce qu'il y a à côté. Et c'est plus ok d'une certaine manière, parce que euh, très tôt, j'ai senti quand même que l'humain, c'est un être global, quoi. Hein. On parle de psychosomatique, bah, c'est encore plus que psychosomatique. Justement, quand on voit dans les médecines chinoises, médecines ayurvédique ou yoga, etc., mais on voit qu'on a des chakras, on a des systèmes énergétiques, des circuits d'énergie qui se parlent entre eux, qui sont communicants, mais c'est pas que en travaillant de cette méthode-là que ça marche, puisque justement j'ai exploré à un certain moment l'acupuncture, l'auto-acupuncture et puis l'acupuncture par aiguille, etc., avec des spécialistes. Puis après et puis ça s'arrêtait là. Les effets en fait au bout d'un moment commençaient à s'arrêter. Puis après de l'autre côté d'autres médecines, c'est pareil. Au bout d'un moment les effets c'était mieux. Puis après ça a recommencé. Donc en fait, il n'y avait jamais une complétude. Il y avait une amélioration quand même globale, mais c'était par petits sauts. Donc d'un côté, moi je suis un petit peu impatient parfois, et puis cette impatience-là, finalement, au début je prenais ça comme un défaut, puis en fait finalement c'est pas que c'est un défaut, c'est pas que c'est de l'impatience, c'est que non, on peut faire mieux, on peut faire mieux. Donc autant dans mon travail technique que dans ma recherche personnelle, en fait c'est toujours on peut faire mieux. Et à un moment, il y a eu, de toute façon déjà, la science aussi, j'ai fait pas mal de choses en sciences quand même, enfin comprendre les microstructures. Je suis pas dans ma formation, par exemple dans la physique quantique, mais ça m'a pas, j'ai le câblage, on va dire, pour comprendre ces choses-là. Donc j'ai exploré aussi ces choses-là. Et puis à un moment, je me suis dit, ok, c'était il y a peut-être 15 ans maintenant, je me suis dit bon, j'en ai assez dans la tête. Et puis en fait, tout ça, c'est de la théorie. Et puis en fait, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et puis là, je me suis dit, en fait, effectivement, quand je faisais du tai chi, du qigong ou du yoga, etc., après, je sentais des trucs quand même dans mon corps. Et puis c'est là que je me suis dit, il faut que je comprenne tout ça. Donc j'ai arrêté de bouquiner. Ça veut pas dire que j'ai arrêté de rencontrer des gens. Au contraire, j'ai rencontré des gens. On a essayé d'échanger, de faire de pratiquer ensemble en fonction de ce que chacun faisait. Mais ça devenait de l'échange. Ça devenait pas, il y a un maître et puis un élève. C'est qu'en fait, on est tous maîtres de notre vie d'une certaine manière. Donc là, j'ai repris un peu plus la maîtrise de ma vie et j'ai surtout repris la conscience de si je ne vais pas regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça marchera jamais, quoi. Si je suis en colère, c'est moi qui suis en colère. Donc que ce soit de la faute de l'autre ou pas, j'allais dire on s'en fout, c'est moi qui vis ma colère ou ma tristesse ou ma peur ou etc. Donc c'est moi qui vis mal. Donc c'est à moi de changer quelque chose. C'est à moi de reprendre la responsabilité de transformer ce qui est à l'intérieur de moi. Donc voilà, donc il y a plein de prises de conscience à ces moments-là. Et quand j'ai commencé à sentir que finalement on pouvait influer sur soi-même avec la perception déjà pour comprendre, tiens, il y a un truc qui joue pas, je suis bloqué ici, je suis bloqué là, je sens un truc qui circule pas vraiment par ici. Eh bien, si je commence à travailler dessus sans comprendre intellectuellement la cause de ce qu'il y a, eh bien je peux travailler dessus, puis ça marche en plus. Et puis ça revient pas. Donc moi j'ai eu des migraines pendant très longtemps. Au bout d'un temps, à force de comprendre tiens comment ça se déclenche, etc. dans mon corps, et puis de dire tiens je vais changer ma posture, je vais changer. Je sens que quand j'ai ces migraines-là, je suis trop dans la tête. Donc je descends ma pensée, je descends mon énergie dans le corps, etc. Et puis ça disparaît. Et puis c'est maintenant j'ai plus de migraines. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qui étaient des éléments qui me disent non mais plus tu reviens à toi, et mieux ce sera. Après, ça m'a pas empêché d'aller voir des spécialistes, parce que je savais déjà que c'est de lui dont j'ai besoin. Mais je vais pas attendre que quelqu'un me dise ce que je dois faire pour le faire quelque part. Voilà. Donc c'est une démarche qui a pas été appréciée par certains, puisqu'on me dit non, toi tu sais pas ce que c'est, tu connais pas le détail de ton système neurologique, donc si tu connais pas la neurologie, tu peux pas y aller. Et puis en fait, quand on avait ces échanges avec certaines personnes, c'était oui, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe. Ah oui, mais comment tu sais? Parce que je le sens. Et puis
j'ai fait beaucoup de robotique, donc d'automatique, et puis en fait, je m'aperçois que le système humain, il fonctionne comme un robot d'une certaine manière, puisque c'est tous les échanges de j'ai un stimulus, il y a un programme qui est prêt, quand on injecte ce stimulus, j'ai une réaction qui vient derrière. Donc au final, que ce soit les sciences cognitives ou que ce soit la robotique, finalement tout est interconnecté et tout est cohérent entre eux, et c'est logique. On fait souvent les choses à notre image quelque part. Donc un robot, il est fait à notre image avec le même fonctionnement intellectuel et puis du coup réactif et puis physique, dans la manifestation physique. Voilà, je veux pas trop m'égarer non plus, mais en gros, tout ce que je voyais, c'est que en fait tout est bon quelque part. C'est-à-dire que ce soit psychologique, que ce soit la médecine chinoise, que ce soit certaines religions, peu importe en fait. C'est-à-dire que chacun dans son contexte a raison. Et pourquoi il n'y a pas quelque chose qui réunit tout ça d'une certaine façon. Donc il y a eu ce moment-là où je me suis dit de toute façon voilà, ça marche à partir du moment où je suis capable de naviguer d'un secteur à l'autre, comme je faisais en tant que chef de service, où je faisais naviguer chacun avec le langage de l'autre pour qu'ils comprennent en fait ce qu'il voulait dire et puis qu'à la fin on fasse une machine qui a un sens quelque part. Donc voilà, c'était ça un petit peu qui s'est mis en place. Et puis il y a eu d'autres points clés justement à partir du moment où il y a eu les perceptions. La perception, elle montre que tout est plus large que soi et que tout est interconnecté d'une certaine manière. Et là, du coup, à un moment, il y a eu le lien entre ce qui est décrit en quantique, c'est-à-dire que, très très vulgarisé, on va dire que la matière, en fait, quelque part, pour vraiment résumer, elle n'existe pas vraiment. C'est tout un ensemble de champs électromagnétiques qui sont en interaction. Et puis, comme disait Tesla, de toute façon, je sais plus exactement la phrase, mais en gros que l'univers peut se décrire en termes d'énergie, de vibration, de fréquence et d'information. Donc, si toutes ces informations sont en interaction, parce qu'il n'y a pas de séparation, l'air est aussi dense, j'allais dire, d'un point de vue microstructurel que mon être, on va dire, puisque les atomes sont vides et que 99,999% de l'univers est vide, voire peut-être même 100% finalement quand on extrapole un petit peu. Et bien en fait, ce que je ressentais, finalement, cette connexion à ce qu'il y a à l'extérieur de moi, à la personne qui était en face de moi, en fait, je ressentais simplement quelque chose qui est purement scientifiquement compréhensible, mais comme tout ça, on n'est pas encore capable d'avoir les capteurs, les mesures physiques qui sont capables de les rendre tangibles au sens du Saint Thomas, si on peut dire, et bien en fait, je m'apercevais qu'en fait, notre corps est capable de mesurer tout ça. Notre corps est hypersensible. Notre corps est capable d'aller sentir des détails qu'aucun système de mesure ne pourrait toucher. On prend un électroencéphalogramme, il y a quelques sondes qui sont sur le crâne et qui sont capables de mesurer qu'une infime partie de toutes les interactions qu'il y a dans le crâne, bien sûr. Tout est électrique de ça dans l'être humain. Une réaction chimique, c'est électromagnétique aussi. C'est des plus et des moins qui s'assemblent en très résumé aussi, mais ça reste ça. Voilà. Donc à partir du moment où déjà tout ça prend un sens, c'est-à-dire qu'il y a de la connexion entre tout, en fait, et qu'il n'y a rien comme séparation, plutôt que de dire il y a ça qui est vrai, il y a ça qui est vrai, j'inclus tout. Donc déjà, l'inclusion, pour moi, c'était quelque chose d'essentiel. Et puis, l'autre aspect, c'est que justement, la connaissance, comme je disais, je peux pas être un spécialiste de tout. Parce que la connaissance ayurvédique, c'est des années d'études, la connaissance médicale occidentale, c'est des années d'études, etc., etc. Donc la vie est trop courte pour ça. Donc qu'est-ce qui me permet de sentir les choses et de savoir ce que j'ai? C'est mon observation de moi-même. Je ressens, et puis à partir du moment où je ressens, déjà j'arrête de réfléchir, et puis du coup j'ai la réponse. À quelque chose près, déjà ça change les choses. C'est ce qu'on dit souvent chez nous, c'est je pense donc je suis de Descartes, même si ça a été peut-être transformé au fur et à mesure du temps, peu importe, c'est que tant que je pense, tant que je suis dans ma tête, en fait, je ressens pas ce qui se passe dans mon corps. Donc est-ce que le fait d'être dans ma tête et de penser est vraiment je suis? Pour moi, la réponse est clairement non, en fait. C'est quand je sens ce qui se passe dans mon corps, quand je sens que ma tête peut aussi fonctionner quand je sens ce qui se passe dans mon corps, là, je suis pleinement. Parce que il y a rien qui me sépare de moi-même à ce moment-là. Donc ça aussi, c'était quelque chose de très important à un moment, c'est que non, c'est pas je pense donc je suis.
la pensée, elle est au service de je suis, justement. Mais c'est pas l'inverse. Puisque quand on voit qu'on est que dans la pensée, en fait, on ressent plus rien. On n'observe plus rien. Donc ça aussi, ça a été un point assez important. Et puis, la suite, ça a été surtout de se poser des questions dans mon impatience, on va dire. J'aimerais bien que tout aille plus vite. Et qu'est-ce qui peut aller plus vite, en fait? C'est quoi aller plus vite? Eh bien, aller plus vite, c'était, à mon sens, qu'est-ce qui serait l'idéal, d'une certaine façon. Et puis, l'idéal, ce serait que si j'ai un souci, comme je suis un être humain qui est unique, qui est différent de tous les autres, en fait, je peux pas dire que ce qui marche sur moi va marcher sur quelqu'un d'autre. Ce qui marche sur une majorité c'est une moyenne, donc ça veut dire que une gaussienne, on va dire, il y a des écart-types, il y a des parties où ça rentre pas dans la moyenne. Donc si ça marche pour 80% de la population, 80% pour les Français, ça va pas marcher pour les 20% qui restent. Et donc pourquoi on les laisserait de côté? Il n'y a pas de raison. Donc la seule manière de faire en sorte que personne soit de côté, c'est que ça s'adapte à chacun. Et que si quelqu'un a une problématique, sa problématique, de toute façon, elle est issue de toute son histoire, et toute son histoire est même de l'histoire de ses ancêtres, et même de l'histoire, si on remonte, de l'humanité, on va dire, et puis peut-être même de la planète. Donc je peux pas connaître en fait la cause primaire de ce qui se passe chez chacun. Parce que l'histoire, en fait, elle est impossible à rebalayer. Et puis le mental, de toute façon, n'a absolument pas la capacité d'appréhender l'entièreté de l'histoire de la personne qui l'a amené à cet instant-là, avec cette, alors pas problématique, mais cette manifestation-là. Donc, par contre, il est clair qu'il y a quelque chose qui ne peut pas mentir, en fait, c'est quel est l'état énergétique. Quelle est la signature énergétique de la personne. Et cette signature énergétique, évidemment, aujourd'hui, on commence à avoir des outils de mesure qui permettent de voir quelques petites bricoles, mais c'est peut-être quelques pourcents et c'est déjà très bien, parce qu'il faut continuer là-dedans, justement, pour mesurer de mieux en mieux. Mais le meilleur capteur, c'est nous, en fait. Et donc, à partir du moment où je sens ma signature énergétique, en fait, dans le présent, j'existe que dans le présent d'ailleurs, et c'est là que j'ai toute l'information. Et que toute l'histoire, peu importe que je me raconte une histoire d'une certaine manière ou d'une autre manière, tout est là dans le présent. Donc, agissons dans le présent et pas dans l'évocation du passé, mais agissons dans le présent. Donc déjà, ça répond aux besoins de la personne dans le présent, et puis, quantiquement, on peut dire que tout peut être instantané, puisque ça fait partie des possibles. Donc pourquoi pas dans l'instant? Voilà. Donc ces deux éléments-là, pour moi, c'est répondre aux besoins d'une personne, ajuster parfaitement à la personne et dans l'instant. Ça a été pour moi le truc, ok, on y va. Voilà. Et puis, comme dirait, c'était Mark Twain, je crois, comme ils savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait. Voilà. Donc c'est un petit peu cette idée-là aussi, où moi je me suis pas mis de limite, j'ai même pas cherché vraiment à démontrer quoi que ce soit, puisque je travaillais pour moi au début, j'essaie de dire, tiens, qu'est-ce qui peut répondre à mes besoins? Et puis en fait, le résultat a été l'utilisation. Alors je passe tous les détails parce que c'est pas ça qui est important, mais c'est de créer d'une certaine manière un produit qui est capable d'apporter dans tous les plans de la personne des réponses aux besoins de l'instant. Donc ça peut être physique, ça peut être psychologique, ça peut être psychique, ça peut être énergétique, ça peut être spirituel, peu importe. C'est que le besoin de chacun, en fait, il est multidimensionnel. Donc si on répond pas dans toutes les dimensions à la fois, en fait, on n'a pas de résolution des choses. Donc voilà, donc les huiles, elles sont nées de ça, de tout ce chemin-là, un petit peu. Donc j'allais dire 30 ans de chemin où il y a vraiment eu un moment dans ma vingtaine où j'ai voulu explorer, déclencher. Et puis ça m'a jamais quitté, c'est vraiment pareil de mon travail. Il y avait toujours ces recherches, ces études qui font qu'à un moment, il y a eu un sens et c'est la physique quantique d'une certaine manière qui a créé le lien entre les deux. C'est pas parce que j'ai fait de l'aéronautique que, et entre guillemets, une certaine forme de médecine ou de découverte de moi-même, que c'est pas décorrélé. Au contraire, tout est absolument unifié. Et tout ce que j'ai appris en technique, ça m'a permis de rester dans la rigueur, dans le pragmatisme, et puis pas de partir justement dans l'ésotérisme ou des choses comme ça, où il y a beaucoup d'imaginaire dans l'ésotérisme pour moi. Et cet imaginaire, il est pas bon ou mauvais, il est tel qu'il est. Mais simplement, l'imaginaire, il vient d'où? Il vient en fait de la signature énergétique. Donc, si je mets une image sur une signature énergétique,
autant rester à l'origine de cette image, c'est-à-dire cette signature énergétique, et de rester dans l'origine vraiment de ce que je vis. Et non pas créer une image qui va potentiellement être interprétée, figée même dans le mental, puis qui va créer une autre problématique plus tard, parce que si je fiche quelque chose, de toute façon, ça me bloque à un moment ou à un autre, quoi. Donc voilà un petit peu le chemin. Du coup, peut-être que ça lève des questions, parce que j'ai beaucoup parlé là. Mais c'est très bien, parce que justement, tu parles de de tout ce cheminement, cette volonté de vouloir tout rassembler, il y ait peut-être deux mondes, entre guillemets, ensemble, et le canal que tu as choisi, alors il y a des chartes, il y a des cartes, et il y a vraiment les huiles. Et la question c'est, quand même, comment est-ce qu'on en